toujours avec Steve Doudet. Rebonjour maître. Rebonjour. Nous allons traiter des points qui sont très importants dans les PSE. Des abus quelquefois de la direction, des choses qui sont quasiment illégales et qui pourtant se pratiquent quand les DRH et les directions jouent sur l'ignorance, le manque de formation des élus mandatés. Par exemple, la clause de confidentialité, qui est une tarte à la crème aujourd'hui, pour un oui, pour un non, on vous dit il ne faut pas en parler, c'est confidentiel, attention, etc. Alors, qu'en est-il vraiment, maître de la clause de confidentialité? Alors, s'agissant de la clause de confidentialité, le Code du travail parle d'obligation de discrétion. Donc, quand on vous dit clause de confidentialité, ça n'existe pas. Voilà, c'est une obligation de discrétion et il faut évidemment faire attention puisque l'employeur ne peut pas considérer comme confidentiel ou imposer cette discrétion sur tous les aspects de la négociation ou de la consultation. Ça, ce n'est pas possible. Ce que dit la loi, c'est qu'il doit s'agir d'informations confidentielles en soi, c'est-à-dire qu'il doit y avoir derrière l'intérêt de l'entreprise qui doit être justifié. Pourquoi cette information est confidentielle? L'employeur doit l'expliquer et ensuite, il doit prévenir ses interlocuteurs, les représentants du personnel, qu'il entend faire de cette information une information confidentielle. Donc il faut faire très attention. Il doit le présenter en début de réunion, où il doit apposer sur des documents écrits la mention confidentielle. S'il ne le fait pas, il n'y a pas de confidentialité. Alors, est-ce qu'un DRH qui préside sa réunion de CSE dit « Attention, tout ce qui va être dit dans cette réunion est confidentiel ». Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Alors, comment on fait le tri? C'est lui qui va, évidemment... Ce que dit la loi, c'est à l'employeur de dire aux élus les informations qu'il entend mettre sous le sceau de la confidentialité. Est-ce qu'il y a un critère objectif qui ferait qu'un sujet est confidentiel et l'autre pas? Alors, le critère, il n'est pas dans la loi. C'est là la difficulté. Vous ouvrez le Code du travail, on n'a pas une liste des informations qui doivent être confidentielles à l'occasion d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc on va voir un petit peu la jurisprudence. Et c'est vrai que la jurisprudence, elle a rendu, il y a un arrêt important que j'ai relevé, c'est un arrêt de mars 2014 de la Cour de cassation, où il y avait eu une communication du détail service par service des postes supprimés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. On peut l'imaginer, on peut le comprendre. Il y a des salariés qui sont inquiets et donc il y avait eu une diffusion des éléments. Et là, la Cour de cassation avait estimé que cette information qui avait été présentée comme confidentielle par l'employeur l'était également par nature. Pourquoi? Parce que cette diffusion pouvait être de nature à apporter des perturbations dans les relations sociales et également dans les rapports commerciaux de l'entreprise. Donc, la Cour de cassation veille à ce que la communication des informations ne puisse pas gêner la négociation aussi avec les élus et créer des tensions. Vous voyez, il faut que ce soit une discussion relativement apaisée. Alors, quand les salariés vont poser des questions à leurs élus et que leurs élus répondent « je ne peux pas te dire, c'est confidentiel », est-ce que ce n'est pas générateur de tension? Non, mais c'est aussi générateur de tension. Moi, je vous fais l'état, malheureusement, du droit. Donc, c'est sûr que pour les représentants du personnel, c'est une situation qui n'est pas facile. D'un côté, il y a un employeur qui va avoir tendance à dire tout ce que je vous dis, ça reste entre nous. Et en même temps, des représentants des salariés qui vont aller tirer la manche de leurs élus pour dire il faut que tu me dises à quelle sauce on va être mangé. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile. Je pense effectivement qu'il faut être vigilant sur ce que dira l'employeur comme étant confidentiel, quitte à rentrer dans une discussion avec l'employeur pour dire non, on refuse que ces éléments soient confidentiels parce qu'on ne voit pas la difficulté à communiquer sur les salariés ces informations. Donc il y a aussi un dialogue qui doit être fait dès le début de la réunion sur ce qui doit être confidentiel ou ce qui ne l'est pas. Vous, élus, avez le devoir, puisque vous avez été élu pour ça, de redescendre les informations aux salariés. Mais pour ça, il faut que vous arriviez à discuter avec l'employeur et à lui imposer de vous laisser des marges de manœuvre pour communiquer avec eux. Parce que si vous n'avez rien à leur dire, ils ne vont même pas savoir que vous êtes actif. Ils vont même se dire que vous ne servez à rien. Donc n'hésitez pas à décider avec l'employeur en réunion de ce qui doit être confidentiel et de ce qui ne l'est pas. La totalité d'une réunion, vous venez de le dire, ne peut pas être classée confidentielle. Vous déterminez avec l'employeur ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Et vous communiquez un compte-rendu de réunion, pas un PV, mais ce qu'on appelait, nous, un flash, c'est-à-dire une réaction à chaud sur ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, ce qui est important, en 3-4 lignes, parce que si on inonde les salariés, après, ils ne disent plus. Alors, il y a d'autres points qui arrivent, donc il y a la clause de confidentialité, et il y a dans les restructurations les modifications substantielles du contrat de travail. Alors comment on prévient ces modifications substantielles? Parce que quelquefois on va dire, bon alors on
on va réorganiser, voilà l'organigramme cible. Donc voilà le service commercial à quoi il va ressembler. Et puis dans les postes, on va se retrouver que ça ne colle plus avec les fiches de fonction et qu'il n'y a pas d'avenant au contrat de travail. Comment ça marche? Alors là c'est évidemment une question importante parce que on retombe sur la grande différence en droit du travail quand il y a une mesure de l'employeur. On analyse cette mesure soit en une modification du contrat de travail, qui nécessite donc l'accord du salarié, soit comme un changement des conditions de travail qui relève donc du pouvoir de direction de l'employeur et qui peut donc l'imposer au salarié. Lorsque vous touchez au cœur du contrat de travail, et notamment au poste, c'est une modification du contrat de travail. C'est ce qu'on appelle la modification substantielle, dans laquelle il y a lieu de travail, rémunération et titre, je crois. Oui, et poste de travail, qualification. Alors, il faut faire attention sur le lieu de travail, parce que... S'il n'y a pas une clause de mobilité. Voilà, il faut voir ensuite, est-ce qu'il y a une clause de mobilité? S'il y a une clause de mobilité, ça veut dire que par avance, vous avez accepté... Celle-là, logique. Le changement, voilà. Dans les modifications substantielles du contrat de travail, exactement. S'il y a une clause de mobilité, ce n'est plus une modification du contrat de travail, puisque dans le contrat, il est prévu que vous soyez muté en Bretagne si vous êtes de Nice, ou à Nice si vous êtes de Bretagne. Alors attention, je me permets quand même sur les clauses de mobilité, puisqu'il y avait une tendance des employeurs, et on imagine très bien en disant « Oh là là, je ne fais pas de plan de sauvegarde de l'emploi, je déménage. Tout le monde a eu une clause de confidentialité, une clause de mobilité dans son contrat. » Vous savez, quand vous signez le contrat, bon, on ne fait pas forcément attention aux clauses de mobilité, aux clauses de non-concurrence, etc. Et puis 10 ans après, l'employeur arrive en disant tout le monde a des clauses de mobilité, donc vous partez à l'autre bout de du la Faubourg France. Poissonnière au plateau de Saclay. Voilà, c'est exactement. Donc il y a eu un cas. Il y a eu un cas, tout à fait. Donc évidemment, là vous vous dites j'ai une clause de mobilité. Si je refuse, je commets une faute et donc je suis licencié pour motif personnel. Et il y a la jurisprudence où les salariés sont allés contester pour dire à la justice non mais le véritable motif de licenciement, c'est pas une application de la clause de mobilité. En réalité, ce licenciement s'inscrit dans une véritable réorganisation de l'entreprise. Et là, vous démontrez que le véritable motif n'est pas la clause de mobilité, mais une réorganisation économique, et vous obtenez des dommages et intérêts au prud'homme. Donc si on s'aperçoit qu'un plan de sauvegarde de l'emploi allait pour 100 licenciements secs, et que vous avez des mutations à l'autre bout de la France pour 20 ou 30, vous pouvez plaider que c'est un licenciement à 130. Bien sûr. Lorsque vous voyez arriver, lorsqu'il y a 30 salariés de l'entreprise qui reçoivent le même jour l'application de la clause de mobilité à 500 km, ce n'est pas une mesure personnelle. On n'est pas dans du licenciement pour motif personnel. On est clairement dans une réorganisation. Donc là, on relève du licenciement. Alors, économique. quelles sont les obligations de l'employeur dans le cadre des modifications substantielles du contrat de travail? Alors, quand il s'agit d'une modification du contrat de travail, donc on oublie la clause de mobilité, voilà, par exemple la rémunération, service commercial, on a des difficultés économiques qui nous amènent à vous proposer une baisse de rémunération de 30%, par exemple. Dans ce cas, la modification doit vous être proposée par une lettre recommandée et vous devez comprendre pour quelles raisons il y a cette modification. Donc l'employeur doit mentionner les motifs économiques qui l'amènent à proposer et vous disposez d'un délai de 30 jours pour accepter ou pour refuser. Si vous acceptez cette modification, la relation de travail va continuer selon cette nouvelle forme. Si vous refusez, le licenciement pour motif économique va pouvoir se poursuivre. Mais il n'est pas obligatoire. Non, il n'est pas obligatoire. L'employeur peut renoncer. Voilà. Mais il y a quand même une forme d'hypocrisie dans cette juridique, parce que d'un côté, on vous dit vous avez le droit d'accepter ou de refuser. Si vous refusez la modification du contrat de travail pour motif économique, c'est votre droit. Vous ne pourrez pas être licencié pour faute. Par contre, le licenciement pour motif économique pourra se poursuivre. Donc on peut être licencié pour motif économique. Et dernier cas, le changement de la fiche de poste. Là, est-ce que aussi il y a une obligation de l'employeur? Alors là, le changement de la fiche de poste, c'est différent puisque l'employeur garde le pouvoir de direction et dès lors que les tâches qui vous sont confiées relèvent de votre poste de travail, vous restez dans le changement des conditions de travail. Ce qui est important, c'est le poste de travail, c'est la qualification. Est-ce que votre métier va changer? Si votre métier change, vous devez vous rattacher à votre contrat de travail. Moi, j'ai signé un contrat pour occuper tel emploi. Si vous me le modifiez, c'est une modification de mon contrat. Ce qui a été fait à 2 ne peut être défait qu'à 2. Donc, j'ai été embauché pour faire le commercial sur un secteur donné qui peut être Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et dans le cadre d'une restructuration, on me dit, maintenant, tu auras Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que c'est une modification du poste? Il faut reprendre le libellé du contrat de travail initial. Voilà. Si le secteur géographique a été défini de manière claire et que c'est finalement la raison d'être de l'engagement
du salarié en disant moi j'ai accepté de venir dans cette entreprise que pour travailler dans la région PACA. Si vous modifiez ce secteur, c'est une modification de mon contrat de travail. Donc je vous demande de respecter la procédure de modification du contrat. Donc les employeurs peuvent profiter d'un PSE en disant voilà, on va restructurer parce qu'il faut alléger. Donc voilà, on va justifier le PSE par la modification de l'organigramme et le resserrement des fonctions, en fait, du nombre de postes, et puis changer les fiches. Chaque fois, il y a une procédure, et là, élu et mandaté, rapprochez-vous de vos UD, de vos fédérations, de vos avocats, de vos experts comptables, pour justement vérifier que tout est fait dans les règles, parce que sinon, ça va être n'importe quoi, et puis ça va se perdre en prud'hommes qui sont suffisamment encombrés. C'est vrai. Merci beaucoup, maître. Mais merci à vous.